Salut, bienvenue dans l'épisode numéro 38, je crois c'est ça, le 38e épisode du Renard des Surfaces, une émission entre copains où l'on parle de sport au pluriel. L'épisode d'aujourd'hui sera entièrement dédié au Lille OSC. Alors, pourquoi on va parler du Lille OSC ? Parce que c'est potentiellement le futur champion de France, on va pas non plus leur porter la poisse, il reste 2 matchs à jouer en Ligue 1. Mais Lille, se présente au classement avec 3 points d'avance sur le Paris Saint-Germain. Et on va dire le club le mieux placé pour rafler la mise à la fin de la dernière journée. Avec nous, pour l'instant, un seul invité, c'est Charles qu'on retrouve. Charles, comment vas-tu ? Bonsoir Olivier, ça va très bien. Et toi ? Bah écoute, ça va bien, ça me fait plaisir de t'entendre. Alors, d'autant plus que ça fait 2 mois, mine de rien, qu'on a déjà discuté un petit peu ensemble de la situation de ton club, de la situation des Lillois. Alors, c'était après, je crois, une victoire contre Marseille. Depuis, c'est passé beaucoup de choses. Est-ce qu'on avait parlé potentiellement du titre ? Oui, certainement. On l'avait évoqué de loin en ligne de fond parce qu'il restait beaucoup de matchs. Il en restait peut-être 8 ou 9. Mais depuis, c'est passé beaucoup de choses et Lille a confirmé, notamment contre Paris en championnat, a limité la casse parce qu'il y avait une erreur qui t'était restée, je crois, en travers de la gorge. C'était une erreur contre une défaite contre Nîmes qui posait problème. C'est bien ça, Nîmes. Il y a eu également un match nul contre Strasbourg qui m'était resté en travers de la gorge. Je crois, pour toi, c'était des points laissés en avant. Et puis, c'était juste après, en plus, la défaite contre l'Ajax à Amsterdam au mois de février. Exactement. Donc, c'était une pilule qui était un petit peu dure à avaler à la fin. Mais depuis, plusieurs, je crois 5 victoires d'ailleurs, donc entrecoupées d'un nul contre Montpellier. Mais 5 victoires en championnat, donc une très bonne opération pour Lille qui a su, en allant s'imposer au Parc des Princes au début de cette série, se mettre dans les meilleures conditions en définitive pour prendre le lead. Est-ce qu'à un moment donné, Charles, parce que là on parle de Lille à 2 matchs, à 2 journées de la fin, la dernière confrontation, le dernier match, c'était ce 7 mai contre Lens, je crois que c'était samedi dernier, c'est ça ? Ou vendredi dernier ? C'était vendredi soir. Ouais. Vendredi soir dernier, donc contre Lens. Ça avait tout du match piège, en vérité, parce que Lens est un promu, mais Lens est un promu qui joue bien, parce que Lens dispute les places qualificatives pour l'Europe l'année prochaine, le dispute à l'Olympique de Marseille en l'occurrence, en plus, donc ça me concerne aussi. Mais Lens, du coup, était un adversaire qui pouvait donner du fil à retordre à Lille, surtout à 3 journées de la fin. Et en vérité, les Lillois n'ont pas laissé passer leur chance. Alors, ils ont gagné 3-0. C'est la première fois depuis, quand je regarde le dernier derby, ça faisait un petit temps que Lille et Lens ne s'étaient pas affrontés. Pour le coup, on les avait battus 4-0 au mois de novembre. Oui, pardon, c'est vrai. Ça n'avait pas fait un pli. Et si on regarde les stats, je crois que Lens n'a plus gagné un derby depuis 2006. Je vais te confirmer ou t'infirmer ça dans un instant. En effet, le 29 avril 2006, c'était une victoire 4-2 à Bollaert. Alors justement, la dernière confrontation à Bollaert, il fallait remonter à 2014, du coup la saison 2014-2015 en Ligue 1, et ça s'était soldé par un match nul, 1-1. Donc les Lillois, comme on l'a dit, sont imposés par 3-0. Alors, petite précision sur ce que tu venais de dire, en fait, à l'instant, le dernier match avant le derby de cette année, c'était effectivement la saison 2015. Ça a bien fait 1-1 le match à l'extérieur, mais c'était pas à Bollaert, c'était au Stade de France. C'était à l'époque où Lens, en fait, n'avait pas de stade à domicile. Enfin, jouait à domicile à Amiens et avait joué 3 de ses matchs les plus importants de la saison au Stade de France contre Paris, de mémoire, contre Marseille, contre Lens et contre Lille. D'accord. Bon, merci pour cette précision, Charles. Le contexte un peu particulier. Alors, Charles, on est obligé d'arrêter tout ce qu'on fait parce que il y a quelqu'un, un invité surprise qui vient de pousser la porte. Allô, Antoine, es-tu là ? Ouais, salut, coucou, ça va ? Oh là là. L'élément perturbateur est dans la place. Ça va. Vous enregistrez là ? Oui, complètement. T'as rien raté. Comme d'habitude, t'arrives lancé, mais t'as rien raté. Ça fait à peine 5 minutes. Sur la soupe. Bon, j'attends de pouvoir contredire aussi rapidement que possible le Charles. Donc, on était en train de parler du match de Lens là, tout simplement. De dire que j'étais en train d'évoquer la question du penalty. J'en avais pas encore parlé, mais c'est un penalty qui a fait beaucoup parler. Alors juste pour revenir sur le match, vous, votre sentiment, c'est quoi ? Est-ce qu'il y a faute dès la première minute sur l'attaque lilloise ?
Alors, Antoine, est-ce que tu veux répondre? Non, vas-y. Bon, en ce qui me concerne, et pour être honnête, le match venait de commencer et j'étais ravi de l'intensité que le LOSC mettait dans ce début de match. Et finalement, que Lens mette le pied sur le ballon alors que le score était déjà de 1-0, j'ai trouvé ça mérité. Pour ce qui est du penalty en tant que tel, j'étais le seul peut-être parmi les copains qui étaient avec moi ce soir-là à dire que c'était peut-être pas forcément justifié parce que il semblerait quand même, et ça le ralenti le montre, même si je n'aime pas beaucoup la vidéo. Je n'aime vraiment, franchement pas la vidéo d'ailleurs dans le football, mais ça c'est un autre débat. On en reparlera peut-être à l'occasion si tu veux, Olivier. Bien sûr. Mais le ralenti montre quand même que les deux Lensois prennent le ballon avant Jonathan Bamba, de sorte que en prenant le ballon avant que l'attaquant puisse tirer ou faire action de but, on ne peut pas considérer que la faute existe. Maintenant, il y a quand même excès d'engagement et en agissant de la sorte, ils ont tout embarqué sur leur passage, à commencer par l'attaquant lui-même. Je pense que, tu vois, très franchement, si la faute elle avait été à la 65e minute dans la surface, il y aurait pénalty, il y aurait peut-être eu moins de débat. Si la faute elle avait eu lieu à la 2e minute, comme c'était le cas, et au milieu du terrain, l'arbitre aurait sifflé, il n'y aurait pas eu de débat non plus, tout le monde s'accordait à dire qu'il y avait faute. Là, ce qui pose problème, c'est que c'est un derby, ça faisait une semaine que tout le monde en parlait et que tout le monde l'attendait. Un match décisif pour Lille en plus, match décisif, donc c'était peut-être un petit peu tôt dans le match pour avoir cette décision-là, tu me diras. Décisif pour Lille, mais également pour Lens, et avec une grosse pression autour de ce match de part et d'autre. Deux équipes qui, sur le papier, développent un jeu assez séduisant. Et finalement, que d'avoir sifflé un pénalty à la 2e minute et de mettre l'équipe, entre guillemets, favorite devant au score dès le début de match, c'est certain que ça n'a pas aidé au spectacle et on peut pour ça le regretter. Maintenant, je te dis, très franchement, le penalty il ne me semblait pas totalement justifié. Ouais. Je pense qu'il y a débat là-dessus. On peut le prendre sous tous les angles et pour autant, le penalty, malgré tout, il n'est pas si incontestable que ça quand même si effectivement, je dis, d'un point de vue psychologique, l'arbitre aurait pu agir autrement. Mais toi, supporter Lillois, tu prends ce penalty. Bien sûr, non, mais ça c'est clair. Et pour le reste, on peut aussi remercier Clément Michelin qui s'est rendu coupable de 2 fautes grossières. Et lui, je ne sais pas si tu l'avais noté ça, Olivier, mais au match aller, il avait déjà été expulsé. Il était rentré, lors de mémoire, c'était en cours de jeu vers la 70e minute, et je crois qu'il avait été expulsé 5 minutes après son entrée en jeu. Donc, il a participé à offrir 6 points au LOSC cette saison. Donc, avec la statue de Burak Yilmaz qu'on va mettre devant le stade, on mettra la statue de Clément Michelin à côté. Parce que 6 points, c'est pas négligeable. Ah bah 6 points dans la course au titre, ça compte. Antoine, je fais appel au contradicteur général. Voilà, j'ai envie de dire. Toi, ton sentiment sur ce match globalement, Lens, c'est vrai, a eu du mal à exister. Bon, les faits de jeu dont vient de parler Charles au début du match n'ont pas aidé, c'est vrai. Mais ensuite, Clément Michelin va chercher ses 2 cartons jaunes tout seul. Lens a pas vraiment été dangereux, à l'exception, je crois qu'ils ont eu quelques tirs à peine. C'est Fofana qui a eu quelques opportunités devant, et je crois qu'il y avait aussi Kakuta à un moment donné qui part sur la, comment te dire, qui part sur son côté droit et qui fait un espèce de centre-tir que Maignan dévie d'une main. Mais à part ça, c'est vrai que les Lensois n'ont pas été extrêmement dangereux parce qu'ils ont été tout de suite dérangés dès le début du match par ce fait de jeu-là. Donc les Lillois, surtout, étaient dans l'attente du faux pas du PSG, fébrilement atteint dans son fort intérieur après l'élimination contre Manchester City, et bien sûr ça n'a pas loupé. Mais ouais, en effet, Paris était passé à côté de son match contre Rennes, a raté l'opportunité de prendre 3 points et du coup a redonné un petit peu d'air à Lille. Donc Antoine, toi de ton côté, je sais que quand on discute vite fait dans le courant de la semaine, tu étais plutôt un peu sur la mesure, un petit peu plus en retrait, un peu plus de contrôle peut-être dans l'expression de tes sentiments et de tes émotions comparativement à Charles qu'on a. Alors Charles, du coup, qui au-delà d'une carrière brillante d'avocat est en train de préparer, je pense, une reconversion dans la restauration et l'événementiel, parce que du coup, avant même la réouverture des terrasses et des bars, il avait organisé un superbe événement dans son salon. Donc
Mais je vais te dire, Olivier, ça fait quelques matchs là qu'on se réunit entre copains et on passe effectivement de bonnes soirées. Ce que je comprends. Saison s'y prête. On avait passé, de toute façon, cette année, on n'a pas raté un seul match, et c'est ça qui est assez paradoxal d'ailleurs, c'est que on a regardé tous les matchs, et là maintenant, on s'efforce même de dire non à toutes les invitations qu'on pourrait avoir, parce qu'on a l'impression que si on en rate un, on va le perdre, et par superstition, on se met vraiment devant un canapé et on regarde avec tous les gens. On prend les mêmes et on recommence, on c'est regarde, ça. Exactement. Donc, moi, je vais venir perturber ça ce week-end, hein. Du coup, c'est un peu con. Mais... Et Antoine nous rejoint dimanche soir. Ah, le chat noir. Le chat noir. Mais j'espère pas. Ah, le chat noir. Après, ça va, je suis un supporter du LOSC qui suit, on va dire, un match sur deux, et surtout les matchs importants, et surtout quand c'est pour aller faire des misères à Lens. Le premier match de foot que j'ai vu, genre, je pense que c'était un Lens-Lille, au Stade Bollard. C'est pas mal comme ouverture, ça, comme découverte du football. Et puis on a des anecdotes autour de ça, et ça a été très compliqué de retrouver les gens qui étaient censés me mener dans ce match qui aurait été pour aller littéralement au stade, et je les ai jamais retrouvés. Donc c'est comme ça que j'ai initié ma vie de supporter. Donc gamin, tu t'es retrouvé tout seul devant le stade à pas savoir par où rentrer, c'est ça, grosso modo, c'est ça? Non, c'est pas ça, c'est que je devais y aller avec le père d'un copain en commun avec Charles. Donc la question, c'est Clément, qui est aussi un grand supporter, un faux supporter, parce qu'il a eu un petit passé un peu trouble en soi. Et puis il est revenu sur le chemin de la raison plus tard. On lui pardonne, hein. C'est ça. Ouais, et je devais retrouver son père pour aller au Stade Bollard à Lens, et j'ai jamais retrouvé son père parce que j'ai confondu les lieux de rendez-vous entre Bricorama et Castorama et je sais pas quoi. Bref. Faut le dire. Du Antoine tout craché, quoi, du grand classique. Le pire, c'est qu'il a commencé, il a fait ça, je sais plus, t'avais quel âge, Antoine? 14 ans, peut-être? T'as fait ça, t'as continué sur les 15 années qui ont suivi. Ouais, j'allais dire l'esprit de contradiction très marqué, quoi, déjà. Bon, après, voilà, c'était une erreur de jeunesse. On va en revenir à nos moutons. Donc, moi qui te disais, au vu des messages qu'on a échangés récemment, que t'étais plutôt un peu en retrait, un peu en mesure, tout en contrôle de tes émotions, à dire ne nous emballons pas, il reste 3 matchs, il reste 4 matchs, il reste 2 matchs. Ce n'est pas fait. Là, aujourd'hui, à 2 matchs de la fin, avec ces 3 points d'avance, ton sentiment, Antoine, c'est quoi? Est-ce que le LOSC va être champion? Il faut... J'ai pas du tout envie de dire ça. Je suis un superstitieux comme les autres. Très rationnel dans la vie, mais pour des choses aussi irrationnelles que le foot, je verse à mes petits hôtels personnels et à mes petites superstitions personnelles. Donc pour l'instant, je ne le dirai pas. C'est sûr que c'est mieux d'être dans cette situation-là qu'avec 15 points de moins, etc. Et mathématiquement, ça aurait été pas possible. Il nous reste 2 matchs. Voilà, il nous reste 2 matchs à faire. Il nous faut 4 points, et puis on verra. Donc on verra dans 2 matchs ou dans un match si PSG fait encore un faux pas. Ce qui serait quand même dur enfin, là, pour le coup, la probabilité que le PSG se plante, soit contre Brest, soit contre, il me semble, Amiens. Non, Reims. Reims, pardon. Amiens est en Ligue 2, Antoine. Amiens est en Ligue 2, c'est vrai. Contradiction jusqu'au bout, hein. Vouloir te prendre des équipes en plus du nord de la France, hein. Les Amiénois, là, les Picards. Ouais. Qu'est-ce que tu vas nous mettre des Picards? C'est pas le nord, hein. Ah voilà. C'est des cousins, éventuellement, mais c'est pas le nord. Qu'est-ce que tu vas nous mettre des Picards en Ligue 1? Il y a déjà beaucoup trop d'équipes du nord de la France. Que tu viens nous rajouter des Picards? Attends, Lens vient à peine de remonter quasiment. Mais avant, il y avait Valenciennes, il y avait tout ça là. Bologne. Oui, c'est vrai. Ouais. Et il y a eu Amiens. Bon, alors, ils n'ont jamais fait des grosses apparitions vraiment significatives. Ah, ils ont toujours emmerdé Marseille. Je me rappelle très bien d'avoir été emmerdé systématiquement par Amiens. Il n'y a pas de problème. Hein, ça, quelqu'un pour emmerder, on va prendre Amiens, on va emmerder Marseille. Il n'y a pas de problème. Non, mais tout ça. Le PSG. Pas mal de clubs du Nord, c'est sûr. Mais donc le PSG va faire sa fin de saison. Même s'ils ont fait un faux pas à Rennes, c'était quand même. Enfin bon, j'arrive pas à maîtriser l'élément de mental qui peut être présent chez eux. Ah bah là, mental, là, c'est compliqué. Là, il y a pas grand-chose. Hein. C'est aïe 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 ouïe. Hein. C'est compliqué. Oui, bon, c'est quand même des bonhommes qui savent jouer au foot, donc ils vont quand même se secouer un tout petit peu, et puis on va leur expliquer qu'ils doivent pas laisser tomber la fin de saison, même si c'est des matchs entre guillemets sans enjeu.
que c'est pas la Ligue des Champions, que là pour le coup c'est un peu Riron et Valladolid. Ouais. Mais sauf que là c'est Valladolid qui est en train de gagner le championnat de France. T'es en train de me dire ça, c'est ça, hein, grosso modo. Hein. Non, leur adversaire je des sais. prochaines fois. Et donc ils vont probablement gagner ces 2 matchs. Donc nous, il faut juste qu'on soit sérieux et qu'on gagne les 2 matchs. Donc au final, ça reste une fin de championnat où il faut pas faire de conneries. Et si on revient un tout petit peu en arrière, et la dernière fois qu'on s'était parlé pour cette émission, eh bien, quand on était à 10 matchs de la fin, qu'il nous restait 5 matchs à l'extérieur et donc 5 gros, ça on a fait énormément le taf. Les 5 matchs à domicile, par contre, on a quand même perdu quelques points. On a fait 2 matchs nuls, il me semble, notamment Montpellier et Nîmes. Et donc, en fait, on peut toujours avoir des conneries qui arrivent, quoi. Donc là, c'est le moment ou jamais, finalement, d'être prudent. Et moi, étant un tout petit peu sur le côté superstitieux, je préfère être hyper prudent, quoi. Non, mais je te comprends. Ensuite, quand même, les joueurs ont cette chance alors d'avoir visiblement un groupe assez soudé, un groupe assez uni, uni notamment par leur réussite, uni par leurs grands joueurs, leurs bonnes individualités, notamment Burak Yilmaz, à qui Charles veut ériger une statue. Mais le bonhomme est impressionnant, c'est clair. Hein. Le bonhomme est impressionnant. Ça frappe. Je crois que c'est le deuxième but est assez incroyable. La frappe est très très nette, très sèche. Elle est très belle et elle m'a bien surpris devant ma télé. J'étais un peu surpris. J'étais là, ah ouais, quand même, Burak Yilmaz, il fait des frappes comme ça, quoi. C'était sympa à regarder. D'ailleurs, ça rappelle un peu, et ça c'est le clin d'œil du destin, mais ça rappelle un petit peu le but d'Eden Hazard au Vélodrome. Olivier, non, j'en ai assez entendu de ce but d'Eden Hazard au Vélodrome. J'en ai parlé rapidement à Antoine la dernière fois. Eden Hazard au Vélodrome, ils nous l'ont sorti 10 fois dans le commentaire. C'est bon, quoi. Arrêtez avec Eden Hazard. C'est le clin d'œil du destin. Laissez le Vélodrome en paix. Lille champion, c'était quand même avant 2011, pas arrivé depuis les années 50. Lille avait été champion en 46 et en 54. L'Olympique lillois, si on remonte un peu, avait été champion dans les années 30. J'ai vu ça, tout à fait. En 33, tout à fait. Donc en fait, là, d'ailleurs, tous les consultants, les journalistes, actuellement, ils parlent éventuellement du 4e titre du LOSC qui serait en passe d'être décroché. Toi, tu veux parler du 5e. C'est le 5e, exactement. Tout à fait. Enfin bon, ça, c'était pour la parenthèse. Mais toujours est-il que... L'autre qui s'étouffe derrière. 10 ans après 2011... mais là, la performance, elle est vraiment significative, mais au sens vraiment, avec un S majuscule à significative, un P majuscule à performance, parce que normalement, on est quand même dans l'ère de la domination absolue du PSG, tout à fait. Version Qatari. Ils avaient, à part 2017 qui leur avait échappé avec Mbappé à Monaco, et ils se sont rapidement assurés que ça n'arriverait plus. En récupérant le bonhomme et en fait il n'y a rien qui perturbe en termes comptables, il n'y a rien qui perturbe ce jeu-là, quoi. Et donc si on réussit, il faut rester sur du si on réussit à avoir le titre, franchement c'est incroyable, quoi. C'est incroyable et moi je suis très content que ce soit mon club qui perturbe le PSG. J'ai aucune vergogne à supporter le PSG en Ligue des Champions pour que ils aillent décrocher des points indices UEFA, même si ça sera peut-être un peu moins important au futur, pour que globalement le championnat de France puisse avoir des places en plus et que ça participe donc à l'attractivité de notre championnat, que les grands clubs, enfin le top 5 puissent avoir des places européennes plus facilement, etc., etc. Mais pour le coup, si le PSG se tôle une fois de temps en temps, ça peut leur faire du bien. Ouais, mais moi, j'ai envie de te dire, pas besoin, Antoine, de te forcer à supporter le PSG pour avoir des places en Coupe d'Europe. Il suffisait juste d'accepter d'aller en Super League, c'est tout. Tu prends la Super League et voilà, il n'y a plus de je monte, je descends, je vais en Coupe d'Europe, je vais pas en Coupe d'Europe. Tu vas en Coupe d'Europe tous les ans. C'est bien la Super League. Je rigole. Bon. Oh non, mais c'est... Ok, j'ai mis un gros blanc avec la Super League. Je pense qu'il faut parler de plusieurs choses. Il faut parler de l'effectif, il faut parler de Burak Yilmaz. Et le coach Galtier. Voilà. Après, il faut parler effectivement du coach qui part fin de saison, donc la fin. Et du coup, il faut parler du cycle du LOSC. Le modèle va peut-être continuer, mais c'est vrai qu'il y a une fin de cycle qui se. Non. Ça, on en avait un petit peu parlé justement la dernière fois quand on en avait discuté à 3. Clairement, le modèle va pas continuer. Il va y avoir une vraie rupture cette année entre ce que le LOSC a fait depuis que Gérard Lopez est arrivé, c'est-à-dire après l'ère Sédou en 2017 de mémoire.
Et nécessairement, il y aura une rupture dès cette année, puisque, et on le voit d'ailleurs avec Olivier Létang, qui veut remettre l'accent sur la formation, en remettant notamment des anciens joueurs ou des historiques du club à des postes clés. Il veut recentrer sur l'identité locale le club, là où jusqu'à présent, et finalement ça a bien marché, on n'a pas à s'en plaindre, hein, même si certains supporters lillois s'en étaient plaints. Moi, le premier, je ne vais pas le cacher, en 2017, et on avait vu à l'époque avec les résultats qu'on avait connus, notamment quand Bielsa avait pris le club. Même si je sais qu'à Marseille, Bielsa, il est adoré, c'est vrai qu'à Lille, on n'en a pas un très très bon souvenir. Non, mais il n'est pas adoré par tout le monde, mais c'est vrai que vous avez un souvenir différent. Et on a un souvenir un peu plus difficile, et on a vu la différence d'ailleurs quand Galtier est arrivé. De mémoire, il avait pris le club, je crois, en janvier ou peut-être même dès décembre 2017. Et il n'avait pas fallu 3 ou 4 matchs pour que l'équipe, même si elle ne jouait pas bien, que les joueurs qui composaient l'équipe sachent quoi faire du ballon, ce qui n'a été absolument pas le cas avec Bielsa. Bref, toujours est-il que ce modèle, pour en revenir à ce qu'on disait à l'instant, ce modèle qui était celui du LOSC et donc du trading, entre guillemets, des joueurs recrutés. Complètement, c'est vrai que je te coupe un tout petit instant pour faire une mini reprise là-dessus, mais c'est vrai que Lille a souvent été mis en avant, comme Monaco d'ailleurs, comme un des clubs en France adeptes de cette pratique-là, du trading, dit donc de prendre des jeunes talents, de les faire monter en compétences, de les faire briller un petit peu pour ensuite les céder au plus offrant et en quelque sorte pas construire sur la durée un effectif plus stable, chercher de la stabilité dans le sportif, mais rebondir et arriver à accumuler donc des bonnes opérations pour peut-être s'offrir de plus grosses têtes. Je t'en prie, Charles, continue. Bien sûr. Et la pierre de lance de ce projet, entre guillemets, de trading, c'était à commencer Luis Campos, qui était, alors, non pas le directeur sportif, parce qu'il n'était pas salarié du club, mais qui était le recruteur en chef, en fait, et le chef de la cellule de recrutement, qui allait dénicher des joueurs à fort potentiel, ou communément appelés des pépites, ou qui se sont révélés comme tels. Hein, c'est ce que les journalistes ont écrit ou ont dit par la suite. Quand on pense par exemple à Zeki Selic, qui est allé le chercher en D2 turc. C'est des gars qu'on ne connaît pas, hein. C'est des gars qu'on ne connaît pas du tout. Hein. On ne les connaissait pas, ça c'est clair. Maintenant, on les connaît quand même beaucoup plus. Selic, ça fait 3 ans maintenant qu'il est au LOSC. Il avait explosé la première année. Il a eu une deuxième saison l'année dernière un peu plus difficile. Et là, cette année, c'est quand même une valeur sûre au poste d'arrière droit. Mais Selic, c'est le meilleur exemple parce que le gars, on ne le connaissait absolument pas. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez suivi un peu, on en a beaucoup parlé récemment, notamment dans des émissions comme l'Afterfoot, parce que là, le LOSC est quand même bien mis en avant ces derniers temps et on ne parle finalement que du club, que du LOSC et des joueurs qui composent des joueurs stars, exactement. Exactement. Ouais. Et là, j'entendais une anecdote récemment de l'agent, en fait, quelqu'un qui est dans l'entourage de Zeki Selic, parce que je crois qu'ils sont plusieurs agents, qui racontait comment le transfert de Selic au LOSC s'était passé. Et Campos était venu apparemment assister à un match en D2 turc, hein, à la frontière syrienne, dans un stade qui était dans un état cataclysmique. Et à la fin du match, Selic, son agent lui avait dit « J'ai quelqu'un à te présenter ». C'est Luis Campos, Selic qui lui était habitué des matchs de D2 turc, Campos il le connaissait pas. Il a dit non mais j'ai pas que ça à faire, moi il faut que je rentre chez moi. Et puis Campos il allait finalement le rechercher dans son salon en disant écoute laisse-moi parler au moins et puis tu réfléchiras à ma proposition. Et c'est comme ça que Selic est venu à Lille. Et après ça a été le cas pour bien d'autres joueurs. On prend par exemple typiquement Burak Yilmaz, même si lui était beaucoup plus connu dans son pays. Nous en France et en Europe, c'est vrai qu'on le connaissait un peu moins, mais c'était une star, une méga star en Turquie quand il est arrivé au LOSC en remplacement de Loïc Rémy. Il faut quand même s'en souvenir aussi, parce que ça aussi, hein, ce qui s'est passé, c'est que, et c'est en ça que Campos, je le remercie, et tous les supporters lillois le remercient au même titre que Galtier finalement, mais l'un sans l'autre n'aurait probablement pas amené les résultats qu'on connaît aujourd'hui. Loïc Rémy, alors que la prolongation de son contrat était ficelée ou quasiment ficelée, il y a eu finalement un volte-face. On n'aura jamais su le fin mot de l'affaire, pardon. Et puis Rémy parti, il a fallu retrouver quelqu'un qui avait à peu près son profil, c'est-à-dire un attaquant qui joue en piston avec l'autre attaquant dans le 4-4-2 qui était cher à Galtier. Quelqu'un qui avait de l'expérience et qui savait encadrer une ligne d'attaque. Et il a fallu trouver quelqu'un, et ce quelqu'un, c'était Burak Yilmaz, et on voit les résultats que ça donne aujourd'hui.
Mais donc, finalement, qu'est-ce que tu dis pour ce qui pourrait se passer d'ici la saison prochaine? Enfin, des grands départs annoncés, concrètement, ça, j'en ai pas la moindre idée. C'est-à-dire qu'il faudrait poser la question à Olivier Létang et puis la question à l'équipe dirigeante actuelle. Déjà, ça va dépendre, à mon avis, de ce qui va se passer dans les deux matchs qui restent. Du résultat, oui. Premièrement, parce que même si tout le monde s'accorde à dire que Lille sera en Ligue des Champions, et c'est vrai d'ailleurs, je pense que de finir sur un titre de champion de France, ça n'est pas tout à fait la même chose, au moins d'un point de vue symbolique, pour les joueurs, mais même pour l'entraîneur. À voir si de finir sur cette note entre guillemets heureuse d'être champion, on ne pourrait pas préserver quelques cadres qui d'ailleurs pour beaucoup veulent rester finalement. Je pense à José Fonte, donc très bizarrement la prolongation là non plus n'a pas été ficelée encore jusqu'à présent, et ça c'est même inquiétant d'une certaine manière, mais parce que lui veut rester. Et je pense que des joueurs comme ça, si le coach reste, à mon avis, on pourrait conserver une ossature suffisamment équilibrée. Moi, je pense que tu as raison, Charles. Il y a un grand nombre de cadres qui, je pense, pourraient rester si jamais Lille finit donc ce championnat en tête et rafle le titre au nez à la porte de Paris. Parce que c'est intéressant aussi d'aller se chercher cette Ligue des Champions en étant champion de France, avec pas cette maturité-là, mais oui, d'être arrivé saison après saison à maintenir, en tout cas à faire cet effectif, à créer cette solidité. Je pense que ça serait dommage de briser la belle synergie qu'ils ont tous ensemble, ouais, tout à fait. Et je pense que certains seraient séduits quand même par l'idée de rejouer cette Ligue des Champions avec l'auréole de champion de France au-dessus. Mais ensuite, ce qui est sûr, c'est que le départ du coach va jouer, certainement, parce que quelqu'un d'autre va venir avec ses velléités de nom. Donc certainement, va vouloir recruter d'autres joueurs. Certains vont peut-être partir, je sais pas. Je regarde Renato Sanchez, par exemple, dont la valeur a considérablement augmenté parce qu'il s'est bien relancé à Lille. Typiquement, ce joueur-là a peut-être pas les moyens de refuser une grosse proposition qui serait faite par une écurie européenne un petit peu plus costaud que Lille, un petit peu plus capé que Lille. Je sais pas. Moi, je vois que ça. Quelqu'un qui se présenterait avec un gros contrat, une offre que le LOSC ne peut pas refuser, que le joueur lui-même consentirait à valider. Moi, c'est